Bienvenue sur la Forge de l'Histoire, la chaîne où nous racontons les victoires qui n'ont pas été remportées sur le champ de bataille, mais dans le cœur battant de l'industrie. La Seconde Guerre mondiale fut une guerre de logistique, une guerre de tonnes, de litres et de caisses. Pour chaque soldat sur le front, il en fallait 10 à l'arrière pour l'armer, le nourrir et le soigner. Et en 1941, les armées alliées étaient en train de perdre cette guerre. L'Angleterre mourait de faim, étranglée par les U-boots. La Russie reculait, écrasée par la machine de guerre nazie. Il ne suffisait pas d'avoir du courage, il fallait avoir du matériel. C'est là qu'intervient notre histoire. Elle ne se déroule pas dans un laboratoire secret, mais à la vue de tous, dans le bruit et la fureur. C'est l'histoire d'une chaîne de montage. Une chaîne de montage si gigantesque, si révolutionnaire et si désespérée, qu'elle a littéralement construit un pont d'acier à travers l'océan. C'est l'histoire des héros oubliés, les mains anonymes, qui ont construit les navires et qui ont sauvé des armées entières. Si vous aimez ces récits où la sueur et l'ingéniosité battent la stratégie, abonnez-vous à la Forge de l'Histoire. Laissez un j'aime en l'honneur de ces travailleurs oubliés. Et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous nous regardez aujourd'hui. L'année 1941 est l'année la plus sombre. L'Axe est triomphant. En Europe, la Wehrmacht martèle les portes de Moscou. En Afrique, Rommel repousse les Britanniques. Mais le champ de bataille le plus décisif n'est pas sur Terre. C'est un immense tombeau liquide, gris et froid, l'océan Atlantique Nord. L'amiral Karl Dönitz, le cerveau de la flotte sous-marine allemande, est en train de gagner. Ces meutes de loups, les Wolfpacks, coordonnées par la machine Enigma, mènent une campagne d'une efficacité terrifiante. Chaque mois, 600 000 tonnes de ravitaillement alliés sont envoyées par le fond. L'Angleterre, une île, ne survit que par ce mince filet de navires marchands. Et ce filet est en train de se rompre. Winston Churchill, dans ses mémos les plus secrets, n'écrit pas sur la Luftwaffe. Il écrit sur les U-boots. La seule chose qui m'ait jamais vraiment effrayé pendant la guerre, dira-t-il, c'est le péril des U-boots. Les chiffres sont une condamnation à mort. L'Angleterre a besoin de 50 millions de tonnes de ravitaillement par an pour survivre. Mais pour chaque nouveau navire construit dans les chantiers navals britanniques, les Allemands en coulent 4. La guerre est devenue une équation mathématique impossible. L'Amérique, bien qu'encore neutre, voit le désastre arriver. Roosevelt lance le programme Lend-Lease, prêt-bail, pour armer l'Angleterre et la Russie. Mais à quoi servent les chars et les canons s'ils rouillent au fond de l'Atlantique? L'Amérique a besoin de navires. Elle en a besoin de milliers. Et elle en a besoin maintenant. Mais l'industrie navale américaine en 1941 est une relique. Elle est dirigée par des amiraux de l'industrie, des hommes de la vieille école, des rifters. Construire un cargo de 10 000 tonnes est un art. C'est un processus lent, artisanal. On pose la quille sur la cale de lancement, et pendant des mois, des équipes d'artisans viennent, pièce par pièce, rifter les plaques de la coque. Un bon chantier naval, un chantier rapide, met 240 jours pour construire un seul navire. À ce rythme, la guerre sera perdue avant que la première douzaine de navires ne soit livrée. C'est un problème que l'establishment ne peut pas résoudre. Alors Roosevelt, dans un acte de désespoir, se tourne vers un homme que l'establishment méprise. Un homme qui n'a jamais construit un seul navire de haute mer de sa vie. Il s'appelle Henry J. Kaiser. Kaiser n'est pas un constructeur de navires. C'est un terrassier. Un entrepreneur en travaux publics. C'est l'homme qui a construit le barrage Hoover, le barrage de Grand Coulee. C'est un homme qui ne pense pas en semaines, mais en heures. C'est un homme qui ne sait pas ce que le mot impossible veut dire. Quand Roosevelt le convoque, Kaiser regarde le problème non pas comme un marin, mais comme un ingénieur de barrage. « Quel est le problème ?» demande-t-il. « Nous n'avons pas le temps, monsieur Kaiser, » lui dit un amiral. « Il faut 240 jours pour un navire. » 240 jours ? Kaiser rit. C'est un son qui secoue la pièce. « Amiral, vous ne construisez pas un navire, vous construisez une cathédrale. Ce n'est pas un navire dont vous avez besoin. C'est une boîte en acier qui flotte et qui porte des choses. Et je peux construire une boîte en acier plus vite que ça. » L'idée de Kaiser est une hérésie. Elle est si simple que l'industrie navale, coincée dans sa tradition, l'a jugée impossible et dangereuse. L'idée ? Ne plus construire le navire sur la cale. L'assembler, comme une voiture, comme une Ford Model T. Il propose de ne pas utiliser de rivets, qui sont lents et lourds. Il propose de souder le navire en entier.
Et, folie suprême, il propose de ne pas construire le navire pièce par pièce, mais par module. L'ensemble de la proue sera construit dans un atelier, le château central dans un autre. Le moteur sera installé dans sa section de coque avant que cette section ne soit mise à l'eau. Puis, d'énormes grues, whirlybirds, comme ils les appellent, prendront ces sections de 200 tonnes et les poseront sur la quille, comme des blocs de Lego, où des équipes de soudeurs les fusionneront. L'establishment est horrifié. « C'est de la folie pure », s'écrie l'amiral Emory Land, le chef de la commission maritime. « Vous ne pouvez pas souder un navire de 10 000 tonnes. Il va se briser en deux à la première tempête. Les rivets sont là pour la flexibilité, et cette idée de module, c'est un cauchemar logistique. » Kaiser, imperturbable, répond « Amiral, est-ce que mes barrages fuient? Laissez-moi construire mes boîtes, vous aurez vos navires. » Il n'obtient pas les contrats pour les navires de guerre. On lui donne le contrat le plus ingrat, le plus méprisé, le cargo d'urgence. Un design britannique simple, déjà obsolète, une vilaine boîte avec un vieux moteur à triple expansion à vapeur, une relique du 19e siècle. C'est lent, c'est moche. L'establishment lui donne ce design raté en espérant qu'il échoue. Le nom de ce design? Le Liberty Ship. L'establishment ne le sait pas encore. Mais il vient de donner à l'homme le plus rapide du monde l'arme qui va gagner la guerre. Henry J. Kaiser n'a pas seulement accepté le contrat, il l'a dévoré. Et il n'a pas pris possession d'un chantier naval existant. Les chantiers de la côte Est étaient tous tenus par l'establishment des riveteurs, des hommes qui auraient saboté ses méthodes. Il a fait ce qu'il faisait le mieux. Il a construit. Sur les vasières boueuses et inutilisées de Richmond, en Californie, et sur les rives de la rivière Willamette à Portland, Oregon, il a érigé, en moins de 6 mois, les chantiers navals les plus grands et les plus modernes du monde. Ce n'étaient pas des chantiers navals traditionnels. C'étaient des usines, des chaînes de montage à ciel ouvert, longues de plusieurs kilomètres. Et la pièce maîtresse de cette chaîne de montage, ce n'était pas un marteau. C'était la grue Whirlybird, une grue massive capable de soulever des sections de 200 tonnes et l'arc à souder. Mais Kaiser avait le même problème que l'usine de Willow Run. Il avait les usines, mais il n'avait pas d'ouvriers. La Californie et l'Oregon, en 1941, n'étaient pas des centres industriels. Les hommes qualifiés, les soudeurs, les chaudronniers, étaient déjà pris par l'armée ou les usines d'aviation. Le pool de main-d'œuvre était vide. Alors Kaiser a fait ce qu'il avait fait pour le barrage Hoover. Il a embauché n'importe qui. Et n'importe qui est venu. Ce fut l'une des plus grandes migrations de l'histoire américaine. Des fermiers Hokies fuyant le Dust Bowl, la sécheresse, de l'Oklahoma, des Afro-Américains fuyant la ségrégation du Sud profond, et surtout, des femmes. Avant 1941, l'idée d'une femme travaillant dans un chantier naval était plus qu'une blague. C'était une obscénité. C'était un travail sale, dangereux, masculin. Mais Kaiser s'en fichait. Il avait besoin de mains. Il a ouvert des écoles de formation sur place. C'est ici que l'histoire de Rosie the Riveter, Rosie, la riveteuse, est devenue un mythe. Mais à Richmond, ce n'était pas Rosie. C'était Wendy the Welder, Wendy la soudeuse. Nous allons suivre Elsie. Elsie, 22 ans, mère de 2 enfants, dont le mari, Billy, est dans le Pacifique sur un destroyer. Elle vient d'un ranch du Montana. La plus grosse machine qu'elle ait jamais touchée est une écrémeuse à lait. Son premier jour au chantier naval de Richmond est une descente aux enfers. C'est une vision dantesque. Le bruit, le bzzzt de 1000 arcs de soudure, le clang des marteaux sur l'acier, le hu des grues Whirlybirds qui déplacent des sections de la taille d'un immeuble au-dessus de sa tête. L'air est irrespirable. Un mélange de fumée de soudure, d'ozone et de brouillard salin de la baie. Elle est assignée à la Platense, la zone où les plaques d'acier sont assemblées en modules. Son formateur est un homme de 50 ans, un Hokie, nommé Slim, qui était plombier il y a 3 mois. « Oublie tout ce que tu sais, ma petite, » lui dit-il. « Tu n'es plus une dame, tu es une soudeuse. Tu vois ce bâton, c'est ta vie. Tu tiens l'arc, tu ne le laisses pas s'éteindre et tu tires un cordon droit. » Elsie prend le porte-électrode. Il est lourd. Elle porte un masque de cuir si sombre qu'elle ne voit rien. « Comment je vois où je vais ?»« Tu ne vois pas, » dit Slim. « Tu sens, tu écoutes le bacon qui grille. Si ça siffle, tu es trop loin. Si ça fait clac-clac, tu es trop près. Tu veux entendre ce bzzz régulier. »
Elsie frappe l'arc. Une explosion de lumière blanche la rend aveugle. Elle lâche l'outil. « Je ne peux pas », dit-elle en tremblant. « Mon mari. » « Ton mari, il est sur un navire, la coupe Slim. Et ce navire, il a besoin de carburant. Et ce carburant, il est dans un tanker. Et ce tanker, il a été coulé hier. Alors tu vas ramasser ce putain de bâton. Et tu vas souder. Tu soudes pour Billy. » Elsie ramasse le bâton. Elle passe une semaine. Ses yeux sont brûlés, l'arcaille, comme si on lui avait jeté du sable dedans. Ses mains sont couvertes d'entailles et de brûlures de métal en fusion. Mais elle apprend. Elle apprend à tirer un cordon. Elle n'est plus Elsie. Elle est la soudeuse 9571. Elle n'est qu'une des 90 000 travailleurs de Richmond. La chaîne de montage de Kaiser est un miracle d'organisation. C'est une ville qui ne dort jamais. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les équipes travaillent à la lumière des projecteurs. C'est une chorégraphie. Le shipwright, charpentier de marine, dessine les lignes à la craie. Les burners, découpeurs, suivent, leurs chalumeaux coupant l'acier de 200 mètres d'épaisseur comme du beurre. Les fitters, ajusteurs, mettent les plaques en place. Et puis viennent les Wendy. Des milliers de femmes, comme Elsie, rampent dans les doubles fonds, dans des espaces si étroits qu'elles ne peuvent pas se retourner, soudant au-dessus de leur tête, le métal en fusion leur tombant sur les épaules. C'est un travail mortel. Elles sont empoisonnées par les fumées de zinc, la fièvre du soudeur, assourdies par le bruit. Mais elles continuent. Elles sont payées autant que les hommes. Une révolution de Kaiser. Mais elles se battent aussi contre le sexisme, le racisme. C'est une société nouvelle, brutale, qui se forge en même temps que les navires. Et le miracle se produit. Le premier navire de Kaiser, le SS Patrick Henry, est lancé en septembre 1941. Il a été construit en 150 jours. L'establishment est impressionné. Le record artisanal était de 240. Mais Kaiser n'est pas satisfait. 150 jours, c'est trop lent. La promesse de Henry J. Kaiser n'était pas de construire des navires rapidement. Elle était de les construire à une vitesse absurde. 150 jours, c'est un échec, dit-il à ses ingénieurs. C'est parce que vous pensez encore comme des constructeurs de navires. Vous n'utilisez pas la chaîne de montage. Vous la regardez. Je veux que le métal bouge. L'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, change tout. Le désespoir devient une fureur patriotique. Et Kaiser lâche les rênes. Il introduit la production de masse dans un art millénaire. Les chantiers de Richmond et de Portland deviennent des laboratoires de vitesse. Le vilain petit canard, le Liberty Ship et leur cobaye. C'est l'arme secrète parfaite, car elle est simple. Un moteur à vapeur, une coque carrée. Pas de fioritures. Il est conçu pour être expandable, jetable. La chaîne de montage de Kaiser devient une rivière d'acier. Au lieu d'attendre que la quille soit finie pour commencer la superstructure, tout est fait en même temps. Les modules deviennent de plus en plus gros. 20 tonnes, 100 tonnes. Bientôt, les grues Whirlybirds, de 70 mètres de haut, soulèvent des sections de double fond de 250 tonnes, déjà équipées de leurs plomberies et de leurs câbles électriques, et les posent sur la cale. La vitesse devient une compétition. C'est le chantier 3 contre le chantier 4. C'est l'équipe de jour contre l'équipe de nuit. Elsie, la soudeuse, est maintenant une lead woman, une chef d'équipe. Elle est responsable du module C, la section machine. « On ne s'arrête pas !» hurle-t-elle à ses femmes, sa voix couvrant le vacarme. « Le chantier 2 a posé son moteur en 40 heures. On va le faire en 36. » Elles ne soudent plus seulement. Elles inventent. Elles créent des gabarits, des moules, pour assembler les cloisons au sol, puis les relever. Elles inventent la soudure à deux mains, une technique dangereuse mais 2 fois plus rapide. La vitesse devient exponentielle. 150 jours, puis 100 jours. En 1942, la moyenne pour un Liberty Ship tombe à 70 jours, puis à 50 jours. C'est déjà un miracle. L'Allemagne ne peut pas suivre. Mais Kaiser n'est pas satisfait. Il veut un coup. Il veut prouver au monde, et à l'Axe, ce que sa chaîne de montage peut faire. Il annonce un pari. Il va construire un Liberty Ship, de la première plaque d'acier à la mise à l'eau, en 5 jours. L'amiral Emory Land, son ennemi juré, rit publiquement. C'est de la propagande. « Kaiser, vous allez tuer vos ouvriers, et le navire va couler à quai. » C'est le défi.
Le 8 novembre 1942. Le chantier de Richmond. Le sujet. Le SS Robert E. Peary. La quille est posée à 00001. Ce n'est pas une construction, c'est une invasion. 50 000 travailleurs sont mobilisés. La chaîne de montage, perfectionnée, tourne comme une horloge suisse. Les modules, préassemblés, peints et même meublés, les lits sont faits dans les cabines. Arrivent dans un balai incessant. Elsie et son équipe sont là. Elles sont chargées des soudures principales de la salle des machines. Elles ne soudent pas. Elles courent. Le navire grandit, non pas jour après jour, mais heure par heure. Les journalistes du monde entier regardent, incrédules, depuis des plateformes d'observation. C'est le plus grand spectacle industriel du monde. Jour 1. La coque est assemblée. Jour 2. Les doubles fonds et la salle des machines sont en place. Jour 3. Le moteur à vapeur de 140 tonnes est descendu dans la coque. La superstructure est posée. Elsie et ses soudeuses travaillent sans interruption, se relayant par équipe de 20 minutes pour ne pas s'effondrer à cause des fumées. Jour 4. Les mâts sont levés, le gouvernail est fixé. Le navire est peint pendant qu'il est encore en construction. À 16h, le 12 novembre, le SS Robert E. Peary est prêt. Il a été construit, de la quille à la cheminée, en 4 jours, 15 heures et 29 minutes. C'est un record qui ne sera jamais battu. L'amiral Land est sans voix. À Berlin, Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie, lit le rapport. Il refuse d'y croire. Il le classe comme une fantaisie américaine, de la pure propagande. Il ne peut pas comprendre que ce n'est pas une fantaisie. C'est une chaîne de montage. Et cette chaîne de montage ne s'est pas arrêtée. Le Robert E. Peary n'était pas une exception. C'était la norme. Au pic de la production, en 1943, les chantiers de Kaiser produisaient 3 Liberty Ships par jour. Un navire toutes les 8 heures. La chaîne de montage de Kaiser avait sauvé les armées. Dönitz et ses U-Boots pouvaient couler un navire, 2 navires, 10 navires. Kaiser en construisait 20. La bataille de l'Atlantique était mathématiquement gagnée, non pas par la Royal Navy, mais par Elsie et les 90 000 mains anonymes de Richmond. La victoire avait un prix terrible, un prix que l'histoire, dans sa célébration de la vitesse et des chiffres, a choisi d'oublier. La chaîne de montage de Kaiser était une machine de guerre, et comme toutes les machines de guerre, elle dévorait ses propres enfants. Le premier secret de cette usine, c'était le danger. Richmond, en 1943, était statistiquement l'endroit le plus dangereux d'Amérique. Le slogan de Kaiser était « La sécurité d'abord », mais la réalité était « La vitesse d'abord ». Les soudeuses comme Elsie travaillaient sans ventilation adéquate. La fièvre du soudeur, une maladie pulmonaire causée par l'inhalation de fumée de zinc et de plomb, était si commune qu'on l'appelait la toux de Richmond. Les femmes crachaient du sang noir le soir et revenaient le matin. Le bruit assourdissant des marteaux-piqueurs et des arcs électriques a rendu des milliers d'ouvriers sourds à vie. Les accidents étaient quotidiens. Les Whirlybirds, ces grues géantes, déplacèrent des modules de 200 tonnes au-dessus des têtes des ouvriers. Une chaîne qui glisse, un câble qui casse. Et c'était la mort instantanée. Plus de 1000 travailleurs sont morts dans les chantiers de Kaiser. Un bilan plus lourd que celui de nombreuses batailles. Elsie elle-même a vu son formateur, Slim, l'homme qui lui avait appris à écouter le bacon, être écrasé par une plaque de coque qui avait glissé. L'équipe s'est arrêtée. Pendant 30 secondes. Puis un contremaître a crié « Dégagez-le, la cale 4 prend du retard ». Le corps de Slim a été emmené et Elsie, en larmes, a dû reprendre son poste, l'arc crépitant sur l'acier encore taché. C'était une guerre, et ils étaient des soldats. Mais le danger le plus insidieux, le deuxième secret de la chaîne de montage, c'était le produit lui-même. L'amiral Land avait eu raison sur un point. Les Liberty Ships, soudés à la hâte, étaient fragiles. L'acier utilisé, produit en masse, était riche en soufre, ce qui le rendait cassant comme du verre à basse température. Et la soudure, cette technique révolutionnaire, ne pardonnait aucune erreur. Un rivet pouvait être mauvais, le navire tenait. Une soudure mauvaise. Une soudure faite par une Elsie fatiguée à 3 heures du matin, et c'était une fissure. L'océan Atlantique Nord, en hiver, est un enfer de glace. Et les Liberty Ships ont commencé à se briser. Le cas le plus célèbre fut le SS Schenectady.
Construit par Kaiser à Portland, il était flambant neuf. Il venait de terminer ses essais. Il était à quai, dans un port calme, sans vagues. Et soudain, dans la nuit, un bruit, décrit comme un coup de canon. Le navire s'est cassé en deux. Il s'est ouvert comme une boîte de conserve, juste au milieu. La coque s'est fendue de haut en bas. L'enquête a révélé l'impensable, une fracture fragile, partie d'une seule mauvaise soudure. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les marins de la marine marchande, les hommes qui devaient piloter ces boîtes, les ont surnommés les Kaiser's Coffins, les cercueils de Kaiser. Ils avaient un peur d'eux. La chaîne de montage qui sauvait l'Angleterre était en train de tuer ses propres marins. Elsie et les autres soudeuses ont appris la nouvelle. Et ce fut le début de l'enfer moral. Chaque soudure qu'elle faisait n'était plus un acte de patriotisme. C'était un acte de vie ou de mort. « Tire la droite, ma fille », disèrent les contremaîtres, leur voix n'étant plus pressée, mais angoissée. « Tire-la comme si ton mari était dessus. » Elsie, dont le mari était sur l'un de ses navires, commença à faire des cauchemars. Elle rêvait de ses propres soudures qui s'ouvraient dans une mer de glace. Elle devenait méticuleuse. Elle prenait son temps, et elle fut convoquée. « Elsie, ton quota a baissé, » lui dit le superviseur. « Je veux être sûr qu'elle tienne, monsieur. » « On n'a pas le temps d'être sûr. On a le temps de gagner. 2 Nits coulent 3 navires par jour. Si tu ralentis, tu tues plus d'hommes que si tu fais une mauvaise soudure. Reprends le rythme. » C'était le dilemme impossible. La vitesse contre la sécurité. C'était le secret de la chaîne de montage. Elle sauvait des armées, mais elle sacrifiait des individus, à la fois sur la chaîne et sur la mer. L'histoire a oublié cette partie. Elle a oublié la fièvre du soudeur, elle a oublié les 1000 morts de Richmond, et elle a oublié la peur des marins qui regardaient les fissures apparaître sur le pont de leur cercueil de Kaiser, en pleine tempête. La guerre a été gagnée. Elle a été gagnée par le sang des soldats sur les plages de Normandie, oui. Mais ces soldats n'ont pu débarquer que parce qu'ils étaient là. Et ils étaient là parce que la chaîne de montage de Henry J. Kaiser avait fonctionné. Quand le jour J a été lancé, 5000 navires ont traversé la Manche. Une grande partie de cette armada était composée des vilains petits canards, les Liberty Ships. Ils n'étaient pas des navires de combat. Ils étaient la raison pour laquelle le combat était possible. Ils étaient le pont d'acier, long de 5000 km, qui reliait les usines de Détroit au champ de bataille de France. L'amiral Dönitz, dans son rapport final, n'a pas blâmé ses hommes. Il a blâmé l'ennemi. L'ennemi, a-t-il écrit, nous a vaincus, non pas par une meilleure stratégie, non pas par une meilleure tactique, mais par la production. Ils ont construit un pont de navires plus vite que nous ne pouvions les couler. Cette production, c'était Elsie, c'était Slim Loki. C'était les 90 000 mains anonymes de Richmond et de Portland. La chaîne de montage, l'idée impossible de Kaiser, avait sauvé des armées entières. Elle avait sauvé l'Angleterre de la famine. Elle avait armé l'armée rouge à Stalingrad. Et elle avait livré l'invasion de la Normandie. Et puis, août 1945. La guerre est finie. Et l'histoire a oublié. La chaîne de montage s'est arrêtée aussi vite qu'elle avait commencé. Le jour de la victoire sur le Japon, les 90 000 ouvriers de Richmond ont été licenciés. Pas de cérémonie, pas de médaille, pas de défilé. Merci pour votre effort de guerre, leur a-t-on dit. Maintenant, rendez vos masques de soudeur et rentrez chez vous. Les hommes revenaient du front, et les Wendy the Welder, les femmes qui avaient construit 2710 navires, ont été renvoyées à leur cuisine. Elsie a retrouvé son mari, Billy, qui avait survécu. Elle est retournée dans le Montana. Ses mains, calleuses et marquées de cicatrices de brûlures, n'étaient plus faites pour la vaisselle. Elle ne parla jamais de ce qu'elle avait fait. Quand ses enfants lui demandaient « Qu'as-tu fait pendant la guerre, maman ?» Elle répondait « Oh, j'ai travaillé dans un bureau. » Les chantiers navals eux-mêmes, ces merveilles d'ingénierie qui avaient construit 3 navires par jour, ont été oubliés. L'Amérique n'avait plus besoin de cargos lents et soudés à la hâte. Les chantiers de Richmond ont été démantelés, vendus à la ferraille ou simplement laissés à l'abandon. Aujourd'hui, si vous allez à Richmond, il ne reste qu'un seul navire, le SS Red Oak Victory, et un petit musée. Le reste est un terrain vague, un parc, un silence qui pèse lourdement là où le bruit de l'acier a gagné la guerre. Les Liberty Ships, les vilains petits canards, ont été vendus à la casse par milliers. Leur mission accomplie. La chaîne de montage et les mains anonymes qui l'ont fait tourner ont été totalement effacées de la mémoire collective. Mais l'héritage est partout.
La folie de Kaiser, la construction modulaire, la soudure intégrale, est devenue la norme mondiale. Aujourd'hui, chaque supertanker, chaque porte-avions, chaque navire de croisière est construit exactement comme Elsie a construit le Robert E. Peary, par bloc. La chaîne de montage a été oubliée, mais sa révolution a conquis le monde.